Bonjour à tous! Quel est le problème avec le clicker? Alors attention, petit disclaimer, c'est un petit peu un titre putaclic. Je veux parler des avantages et des inconvénients du clicker parce qu'il y a aussi plusieurs inconvénients au clicker. Je mets même un énorme disclaimer sur le fait que quand je parle du clicker, je parle de la méthode, pas du boîtier en lui-même. Et que j'adore le clicker, j'utilise à mort le clicker, j'utilise tout le temps le clicker, vraiment je suis hyper fan du clicker, mais il faut quand même se dire qu'il y a des désavantages comme dans toute méthode. Donc, quand je parle du clicker, je parle pas du boîtier en lui-même, j'utilise le clicker, c'est le son en fait, c'est le son qui signifie au cheval ou à l'animal qu'on va lui donner une friandise. Donc par exemple, dans mon cas, c'est... Ensuite, il y a le clicker classique, le clicker force retraining, donc l'approche sans force. Et après, il y a encore plein de branches différentes dans ces types de méthodes. Donc, certains vont utiliser du renforcement négatif avec le clicker. C'est ce que certains appelleront du cookie on the top. À nouveau, ça dépend toujours comment c'est fait. Est-ce que c'est du renforcement négatif avec une pression qui est très légère? Est-ce que c'est du renforcement négatif avec des montées en phase? Donc les montées en phase, c'est comme avec Parelli, donc phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Donc par exemple avec un stick, au début c'est juste la personne va agiter le stick et puis après le cheval va se prendre un coup. C'est pas, mon idée là de cette vidéo, c'est pas de faire un cours, sinon on en a pour vraiment très longtemps. Déjà que cette vidéo va être assez longue, donc prenez des gâteaux, un café, un thé, ce que vous aimez, un chocolat chaud. Le force retraining, c'est l'approche sans force. Ça serait... Alors, je vais essayer de parler le plus possible au conditionnel parce que c'est encore des approches qui sont nouvelles et qui vont continuer à se modifier et évoluer dans le temps. Donc, le force retraining, c'est l'approche sans force. Ça serait le fait de permettre au cheval d'avoir le choix. Et il devrait y avoir un consentement de la part du cheval pour réaliser les choses qu'on souhaite qu'il fasse. Donc par exemple le medical training, ou la monte, ou même du travail à pied, les balades, ça dépend comment on pousse, entre guillemets, le truc. Il aurait le droit de faire relativement ce qu'il souhaite, avec les bases quand même de sécurité, pas pour tout le monde, mais pour une grande majorité, si promis. Et le cheval serait respecté et écouté dans ses limites. Ça ne veut pas dire que les autres méthodes, le cheval n'est pas respecté ni écouté dans ses limites. Attention, vraiment, j'essaye de mettre le plus de disclaimers possible et d'être le plus neutre possible. Quid de la réalité? Alors attention à nouveau, j'utilise le clicker et j'utiliserai toujours le clicker. Mais dans chaque méthode, il y a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est important d'être transparent avec tout le monde dans ces cas-là. Donc le clicker a révolutionné notre façon de travailler avec Blue. Il adore le travail à pied maintenant par exemple. Vraiment, il va en carrière tout seul, il propose plein de nouvelles choses. Il adore. Avant c'était un cheval qui était plutôt résigné et très très mou. Maintenant vraiment il adore. Je suis à 200% vraiment pour le clicker. J'adore ça, je le conseille à tout le monde. Mais il y a quand même des aspects qui peuvent être limitants. Déjà le problème numéro 1 du clicker, c'est que ça s'utilise forcément avec de la nourriture. Alors certains pourront dire oui les gratouilles ça marche etc. Les gratouilles ça marche très légèrement, c'est-à-dire que ok ça fonctionne pour des petits trucs genre l'apprentissage des choses en aspiration, la relaxation, même des choses un peu sur place, c'est hyper utile les gratouilles sur les chevaux qui aiment être gratouillés, parce qu'il y a des chevaux ils aiment pas du tout être gratouillés, donc déjà vous pouvez oublier avec ce type de chevaux. Et les gratouilles c'est bien mais c'est beaucoup moins puissant en tant que renforçateur que la nourriture. Donc déjà quand on travaille avec la nourriture, le cheval doit être relaxé avec la nourriture. Donc un cheval qui mord, qui fouille les poches, etc. c'est pas un cheval qui est relaxé avec la nourriture. C'est hyper important parce que sinon déjà il n'y aura pas du tout de notion de choix puisque le cheval aura juste envie de bouffer. Donc si le cheval n'est pas relaxé, vous n'avez pas de notion de choix. Donc c'est impossible d'avoir un travail de qualité. Il peut y avoir une potentielle mise en danger pour lui-même, voire même pour le piéton, pour les chevaux les plus agressifs pour avoir la nourriture. Donc, tous les chevaux peuvent vraiment apprendre à être relaxés face aux friandises. Mais pour certains chevaux, c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres. Il n'y a aucun cheval qui est égal. Hein. Et surtout, c'est pas du tout linéaire aussi. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre parfois. C'est que par exemple, en été ou au printemps, le cheval va être peut-être un petit peu moins sur l'herbe ou un petit peu moins sur les friandises. Par contre, un jour où il y a beaucoup de vent, c'est l'hiver, il fait un peu froid, etc. Il peut être un petit peu plus excité alors que son mode de vie n'a pas changé et que les friandises n'ont pas changé. En fonction aussi du tempérament du cheval, de son vécu, de ce qu'il a vécu avant, est-ce qu'il a manqué de nourriture, est-ce qu'il est au fond à volonté, est-ce qu'il est dans un pré avec beaucoup d'herbe, est-ce qu'il a une maladie, etc., etc., etc. Et du coup, il va falloir faire attention au choix de la friandise.
de part pour la santé du cheval, de part aussi pour votre porte-monnaie. Donc ça doit être une friandise qui doit être quand même un minimum motivante pour le cheval. Par exemple, Blue, il va recracher les bonbons de foin. Donc je vais pas utiliser des bonbons de foin sachant qu'il les recrache. Autant ne rien lui donner. Mais ça doit pas être non plus trop excitant parce que sinon, il n'y aura pas du tout de relaxation. Et après, ça va être le cheval mordeur, le cheval requin, etc. Donc la forme aussi a un impact. Par exemple, quelque chose de très petit sera mangé beaucoup plus vite et procurera moins de relaxation au cheval. Tandis que quelque chose de plus gros, le cheval va prendre plus son temps pour mâcher et va plus saliver et donc augmenter la relaxation. Légèrement, ça va pas être incroyable, mais il va prendre un peu plus son temps. Mais aussi les friandises ont un coût, donc il faut bien les choisir, surtout si votre cheval est par exemple gros. Il faut faire attention à ce qu'on donne. Au début, il faut donner beaucoup de friandises pour travailler la relaxation, mais après, il faudra tout le temps en donner dès que vous cloquez, donc toujours une friandise après. Ça c'est vraiment obligatoire, sinon le cheval perd en motivation et on risque d'augmenter la frustration. Certains diront qu'il faut mettre une deuxième source de nourriture pour justement limiter la frustration, par exemple du foin. Ok, je suis d'accord sur le principe, sur le papier. Mais une nourriture dans les poches sera toujours plus appétante que quelque chose en libre service, même si c'est la même nourriture. Et tout le monde ne peut pas mettre une deuxième source de nourriture en fonction de votre type d'écurie, par exemple, ou s'il y a quelqu'un d'autre avec vous en carrière, etc. Vous n'allez pas ramener votre fil à foin dans la carrière. Surtout si c'est un joli sable Fontainebleau, on va éviter de mettre du foin dedans. C'est pas très respectueux pour les infrastructures. C'est assez délicat quand même, ça, je comprends l'idée. Blue, même s'il y a du foin à côté, il va préférer quand même ce que j'ai dans les poches, même si c'est du foin. Tout simplement parce que c'est quelque chose de plus difficilement accessible, donc ça amène de la dopamine. Ils vont aussi proposer par exemple des solutions comme le contact protégé. Donc le contact protégé, c'est le fait de se mettre à travers une barrière, donc le cheval d'un côté et nous de l'autre, ce qui peut être très intéressant au début, surtout si le cheval est agressif ou au contraire très anxieux de l'humain. Mais le problème, c'est que le contact protégé a ses limites, dans le sens où si vous voulez après faire des allures, il faut les infrastructures pour faire du contact protégé. Donc c'est-à-dire une carrière vraiment grande ou un espace en tout cas où vous pouvez travailler vraiment grand et aussi la possibilité de faire un contact protégé et de le laisser. Parce que croyez-moi, si votre contact protégé vous devez le mettre et l'enlever chaque jour, vous n'allez pas tenir très longtemps, ça met très longtemps à installer. Donc franchement si c'est quelque chose que vous devez enlever et mettre chaque jour, enfin perso j'ai pas la foi de faire ça. C'est quand même très intéressant, c'est pas du tout à jeter et ceux qui ont les infrastructures pour, bah go. Il y a un petit problème, le numéro 2, c'est que les chevaux veulent parfois continuer la séance, donc ils ne voudront pas sortir de la carrière ou du manège ou de l'endroit où vous travaillez parce qu'ils adorent. Et c'est hyper mignon, mais ça peut être une source de frustration aussi. Donc il faut faire attention à ça et à travailler au fait que finir la séance n'est pas une punition. Problème numéro 3. Comme dans toutes les méthodes, il y a forcément des méthodes qui sont un petit peu plus sectaire. Alors, est-ce qu'on peut parler de sectaire dans la recherche du bien-être animal? Je ne pense pas, mais chacun a des problèmes différents avec ses chevaux, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit aussi l'humain, que ce soit plein de choses. Donc, petit à petit, quand on se met dans le clicker training, on va forcément aller dans des différents groupes, mais on va commencer à suivre du coup de plus en plus de personnes qui nous intéressent. On va tomber sur plein de personnes différentes avec énormément de courants de pensée différents au sein même de la niche qui est le clicker training. Donc on va se retrouver avec des gens qui font du clicker training depuis toujours, franchement ils sont trop forts, des gens qui ont un cheval qui a tout appris en renforcement négatif classique, qui est vraiment hyper bien éduqué, qui est hyper fort, etc. Et ils vont le passer au clicker training, sauf qu'on ne le sait pas forcément, donc on va se demander mais comment ils font? On va tomber sur des gens qui viennent de commencer, on va tomber sur différents types de méthodes. Donc c'est très compliqué au début quand on s'y met ou quand on cherche ce qu'on veut faire avec notre cheval. Donc c'est... Et là, bon courage, hein, parce qu'il y a tout le monde. Il y a des croyances anthropomorphiques, il y a un détour un petit peu vers les nerds, un peu scientards. Et je vais en faire une petite caricature de ces différentes petites teams, juste pour vous les classer un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, il faut voir ce qui correspond le mieux à votre cheval et à vous. Et évidemment, piocher un petit peu parce qu'il y a du bien presque partout. Il y a ceux qui vont mettre un petit peu de pression, un petit peu beaucoup, ils vont utiliser un peu le clicker, ils savent pas trop ce qu'ils font, ils n'ont pas vraiment de ligne directrice précise, voilà, ils sont un peu imprécis, et on ne sait pas trop les coulisses, comme dans tout, et certains seront contre eux parce que le mixage des deux, donc le renforcement négatif et le renforcement positif, pourrait provoquer des signaux empoisonnés.
Donc c'est assez difficile à départager si on voit pas les séances entières. C'est-à-dire que si on voit que 10 secondes de vidéo, on peut pas du tout savoir si le cheval kiffe vraiment sa vie ou le fait juste parce qu'il a peur de s'en prendre une. C'est, alors je ne sais pas comment ça se prononce, intrazone ou intrinzone. Ils vont vouloir que le cheval fasse des mouvements très badass, entre guillemets, fasse des mouvements dans plein de plans différents, soit le plus autonome possible, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Dans leur cas, je suis d'accord avec le fait qu'il faut que le cheval fasse ses propres mouvements à lui, qu'on ne doit pas du tout lui imposer des choses de par les enraînements, de par même du micromanaging. Certains sont contre eux parce que certains chevaux deviendraient dangereux ou avec un manque de relaxation, voire même de la frustration. Mais il y a plein de bonnes idées. Il y a une autre team qui veulent que le cheval soit hyper relaxé constamment, en toute situation. En général, les humains, ils ont 17 poches à friandises et ils sont remplis à ras-bord avec du foin coupé. Ils utilisent le constant feeding, c'est-à-dire qu'ils récompensent. Il y a personne qui est vraiment contre eux. Par contre, pour des soucis de praticité, il y a peu de personnes qui mettent en place ce système. Je trouve que ce système est intéressant dans certains cas, par exemple des situations qui sont très stressantes, voire traumatisantes pour le cheval. Donc c'est plutôt intéressant, mais à mettre en place tous les jours, c'est très compliqué, surtout quand on a un cheval un petit peu gros, ou même pour nous, rien qu'avec le prix des friandises, ou simplement la praticité, c'est pas évident à mettre en place. Il y a aussi des personnes qui ont des chevaux qui sont déjà hyper bien éduqués, c'est en classique, et les personnes vont les passer au renforcement positif et au clicker, ce qui est vraiment très top, mais ça peut être assez perturbant pour quelqu'un qui veut faire du clicker, qui comprend pas trop comment il fait, parce que par exemple lui part avec un cheval qui est totalement vert, donc ça peut être un petit peu délicat, mais c'est hyper intéressant aussi de voir les différences. Il y a un peu les derniers où ils vont se baser un petit peu sur beaucoup l'énergétique, les communications animales. Voilà, toutes ces teams ou groupes là sont pour le bien-être animal, donc si tous ces groupes là travaillaient ensemble pour savoir ce qui est le mieux pour le cheval, franchement ce serait incroyable. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur tous les groupes, il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de remises en question. Ça nous emmène au quatrième point, c'est quand l'humain est perdu. Comme conséquence, c'est pas que le clicker se démocratise de plus en plus en France, ça c'est hyper cool. Mais c'est surtout qu'il y a de plus en plus de demandes, mais il y a très peu de pros ou les professionnels, ils ont vraiment très peu d'expérience, moins que des amateurs parfois. Donc certains pros sont vraiment hyper doués, mais ça fait partie de la minorité. Et dans les pays étrangers, c'est déjà plus avancé qu'en France, même si en France ça avance, hein. Franchement c'est hyper cool, on voit que ça avance de plus en plus. Mais il y a de l'aide, mais l'aide est vraiment légère quand on veut progresser avec son cheval. Donc ça peut être vraiment handicapant pour les personnes qui ont besoin de se faire accompagner, ce qui est quand même la majorité des personnes. Il existe évidemment à distance, etc. mais ça reste toujours différent qu'en direct. Donc forcément, on va demander des avis partout, l'humain va peut-être un peu se bloquer, être incertain, avoir une perte énorme de confiance en lui, ça peut bloquer l'humain, et franchement ça m'est arrivé à un moment d'être complètement perdue entre tous les trucs, la relaxation, intrinzone, le clicker, un peu de pression, pas du tout de pression, force free training, machin, truc bidule, t'es là, pof, tu sais plus quoi faire pour être le plus éthique possible. Donc il y a eu 40, j'ai demandé conseil à des pros à distance et j'ai eu vraiment énormément de conseils différents pour un cheval qui est assez peureux et anxieux comme Blue, surtout pour l'extérieur, parce que je voulais quand même pouvoir aller marcher en extérieur, pas forcément aller faire 20 km de balade, mais simplement au moins pouvoir aller un petit peu le marcher, ça reste quand même quelque chose d'important. Et j'ai eu 40 000, vraiment énormément de conseils différents, parce que j'ai été chercher au niveau de différents professionnels, français, anglais, australiens, un peu partout, et j'ai certains conseils qui ont quand même empiré la situation. Donc c'est vraiment... Voilà, il faut vraiment prendre du recul sur ce qu'on nous dit, évidemment essayer. Le fait d'avoir essayé ce qui ne fonctionne pas, ça m'a permis de voir ce qui fonctionne, mais ça donne quand même un coup au moral quand on part d'un cheval qui partait quand même en balade, à un cheval qui ne faisait même plus 100 mètres sans sursauter. Si vous voulez que je parle des problèmes que j'ai en balade en extérieur avec Blue, je pourrais faire une autre vidéo. Pour l'instant, je suis encore en train de bien travailler là-dessus, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas en commentaire. D'ailleurs, s'il y a des choses que vous voulez remettre correctement, parce que je passe quand même très vite sur tous les points, n'hésitez pas non plus à détailler en commentaire, surtout si vous êtes hyper calé dans une méthode ou si vous avez des questions, répondre en commentaire. Le problème, c'est de se sentir seul aussi, donc face à tout ça, et de plus oser rien faire avec son cheval ou faire le strict minimum. Sauf que pour certains chevaux, on peut pas faire le strict minimum. Je m'explique.
Il y a énormément de problèmes de santé liés au manque de mouvement du cheval. Et ça, c'est le point numéro 5. Certains, et la plupart des chevaux, surtout s'ils vivent dehors, et c'est important qu'ils vivent dehors avec des copains, ils sont souvent trop gros parce que l'herbe est trop riche, il y a un manque de mouvement. Ce sont des races, par exemple le Shetland, qui voit un caillou et qui grossit. Voilà, c'est nécessaire pour leur santé de bouger. Évidemment, c'est aussi nécessaire pour leur santé de faire attention à ce qu'ils mangent, mais il y a des chevaux au foin qui font de la fourbure. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte que c'est important qu'on doive les bouger, même s'ils ne sont pas à risque de fourbure. Évidemment, le stress est plus haut pour les pauvres personnes qui ont des chevaux asthmatiques ou à risque de fourbure ou autres soucis. Donc, l'obésité est néfaste. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est néfaste pour la santé. Et l'obésité peut causer des maladies. Il y a une partie éthique qui va rentrer en jeu du côté de l'humain. Parce qu'on va vouloir, quand on fait du force training ou du clicker training, on va vouloir que notre cheval apprécie ce qu'on lui propose. Mais on veut aussi que notre cheval soit en bonne santé physique. Et autant le clicker, on peut faire des choses, autant, vu qu'on ne va pas les obliger pour tous les groupes qui font du clicker sans utiliser de pré-emphase, le clicker, il est très intéressant pour l'apprentissage. Mais pour avoir plus de durée sur les choses, c'est assez compliqué. Pour les chevaux qui sont de très haute énergie naturellement, etc., c'est plus facile. Pour ceux qui sont pas peureux aussi. Si votre cheval est vraiment très très gros là tout de suite, c'est pas le travail au clicker qui va lui permettre tout de suite de perdre du poids. Si votre cheval est hyper avancé au travail au clicker, oui. Mais si là votre cheval est vraiment une boule de gras et que vous voulez le mettre au clicker, il va faire des trucs, mais il va trotter 3 secondes et puis il va s'arrêter. Donc ça peut être assez délicat. Certains chevaux aussi sont plus anxieux avec la bouffe, à nouveau. Donc là, vous allez vous dire, ok, il ne faut pas que je lui donne trop de nourriture. Mais mon cheval est anxieux si je lui donne pas assez de nourriture. Ben vous faites quoi? Eh ben c'est le problème. Je ne vais pas vous donner de solution parce que je ne l'ai pas la solution. Mais l'humain va forcément être perdu parce qu'il va y avoir les personnes d'un côté qui vont dire qu'il ne faut surtout pas mixer le renforcement positif et le renforcement négatif et punition positive, etc. Et d'autres qui vont dire que la relaxation c'est vraiment le plus important, d'autres qui vont dire que tout est possible avec le renforcement positif et que la personne est juste nulle. Peut-être, mais quand on n'est pas professionnel, bah c'est toujours compliqué et vouloir que son cheval soit en bonne santé, je pense que c'est pas grave en fait. Donc la sensation de solitude, elle va forcément être là pour les personnes qui ont des soucis avec leurs chevaux, surtout des soucis de santé, et aussi des soucis anxieux, etc. Enfin bref, tous les soucis un peu possibles. Du coup, la personne va tomber souvent dans une phase soit de peur, soit de frustration, et souvent les personnes qui sont à fond dans leur méthode vont mettre... C'est assez rare qu'ils mettent en avant les failles, entre guillemets, de leur méthode, ou leurs problématiques avec leurs chevaux. Sauf qu'il y en a partout des problématiques, quelle que soit la méthode, quelle que soit la façon de faire, quelle que soit la personne. Tout le monde aura des soucis avec son cheval. Les soucis seront juste différents en fonction de la méthode, du cheval, de la personne. Et pour les chevaux anxieux en général, le clicker est hyper utile pour les choses précises. Par exemple, toucher des objets. Mais pour certains chevaux, c'est pas forcément suffisant, surtout pour ceux qui s'en foutent un petit peu de la bouffe. Donc le cheval peut être un petit peu pessimiste à la nouveauté. Après, les chevaux sont quand même néophobes. Donc il va pas vouloir essayer s'il pense que c'est dangereux. Certains chevaux sont vraiment pas du tout anxieux. Et pour ceux qui ont des chevaux qui ne sont pas anxieux, bah tant mieux pour vous, profitez-en. Donc à nouveau, il faut toujours trouver le juste milieu. Et évidemment, ne pas faire peur à son cheval volontairement grâce à des aversifs. Ça, c'est vraiment le truc à éviter le plus possible. Et ça peut être assez délicat aussi pour l'humain. Si l'humain est anxieux ou un peu peureux, le force training, il apporte forcément un peu moins de contrôle car le cheval n'obéit pas au doigt et à l'œil. Donc il y a des choses qu'on peut apprendre très facilement, par exemple l'arrêt, etc. Mais certains chevaux vont proposer par exemple des choses et imaginons il y a un cavalier qui a peur de trotter, le cheval va simplement proposer un petit trot, le cavalier peut se faire peur. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'il n'est pas possible d'apprendre certaines bases, mais si le truc est poussé à l'extrême comme dans certaines méthodes, qu'il y a très peu de code, que c'est un petit peu fouillé, que le cheval fait vraiment ce qu'il veut, l'humain peut être peu sûr de lui. Donc à nouveau, ça dépend vraiment comment vous le faites et c'est vraiment ça que je veux mettre en avant avec cette vidéo, c'est que on va renforcer les choses et grâce au clicker training et donc que le cheval va proposer des choses qu'on a forcément renforcées. Et dernière chose, le dernier point, c'est ce n'est pas parce que le cheval fait quelque chose qu'il est réellement ok. Je vais prendre l'exemple avec le clicker training, avec le medical training. Donc
on va rendre quelque chose d'inconfortable, par exemple un vaccin, mettre des gouttes dans les yeux, relativement ok. Alors que le geste sera forcément inconfortable, voire douloureux. Par exemple, les gouttes dans les yeux, c'est vraiment pas du tout agréable. Donc il faut faire attention avec l'utilisation du clicker, parce que le risque c'est quand même de masquer involontairement certaines, par exemple, douleurs. Imaginons quand on pose la selle. Imaginons on apprend au cheval à être ok avec la selle au clicker. Qui nous dit que le cheval est ok parce qu'il sait qu'il a des friandises, ou est-ce qu'il est ok pour la selle? Par exemple, pour le medical training pour les yeux, Blue, il détestait vraiment les yeux. Sauf que j'ai dû lui apprendre à être ok pour les yeux pour qu'il puisse garder sa vision. Et il le faisait pour des pommes, par exemple. Donc c'est ça aussi, à faire attention au choix des friandises et à quand on les donne et comment on les donne, pour ne pas masquer involontairement certaines choses qui peuvent être douloureuses pour le cheval. Donc pour le medical training, c'est hyper utile. Mais par exemple pour la selle ou ce genre de choses, attention à ça. Et pour la conclusion, je voulais vraiment appuyer sur le fait que le principal est de trouver ce qui correspond à chacun. Là, au-dessus, j'ai fait avant, j'ai fait quand même une certaine... Voilà, j'ai pris les groupes et j'ai fait une caricature de chaque groupe. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Le principal, c'est de prendre du recul sur ce que vous voyez et ce que vous faites, de se filmer aussi si vous êtes tout seul. C'est hyper intéressant de se filmer, vraiment, c'est trop bien. On voit vraiment bien les erreurs qu'on fait, c'est top. Et prendre du recul sur ça et regarder surtout les indicateurs que le cheval donne. Ce n'est pas parce qu'à un cheval ça correspond que ça va forcément correspondre avec à un autre cheval, même si c'est la même personne. Donc vraiment le principal c'est vraiment de trouver ce qui correspond à chacun, que ce soit pour le cavalier et pour le cheval. Parce que si ça correspond que au cavalier, le cheval ne va pas aimer, mais si ça correspond que au cheval et pas du tout au cavalier, ça ne tiendra pas dans le temps. Malheureusement c'est comme ça. L'équitation c'est à deux, que ce soit à pied ou à cheval, ça reste à deux quand même. Donc il faut que les deux parties se trouvent un équilibre pour que ça dure dans le temps ce type de pratique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit talk. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord, etc. J'ai essayé d'être vraiment la plus générale possible. C'est juste de vous dire que c'est normal si on se retrouve perdu. Petit bout. Donc j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.